De retour sur ce plateau, nous n'avons qu'à accueillir tout d'abord notre invité. Bonjour Monsieur Ndialé. Bonjour Elodie, je salue chaleureusement tous les téléspectateurs d'Afrique Informe Télévision. Voilà. Tous ceux qui nous suivent à travers l'Afrique et au Cameroun particulièrement. Et ceux qui nous suivent aussi du côté de la Guinée équatoriale. Vous savez que le président Obiang-Nguema va prêter serment bientôt et que le gouverneur de la région du littoral et le ministre de l'enseignement supérieur qui représente le chef de l'État de ce côté-là. On salue aussi le chef de l'État qui forcément va quitter le Cameroun aujourd'hui pour les États-Unis. Parce qu'il part au sommet États-Unis-Afrique. Donc ça faisait longtemps que notre chef de l'État n'était pas sorti du pays. Il faut peut-être demander les nouvelles à ceux qui sont à Yaoundé. Si on a bloqué la circulation ce matin. Donc c'est l'occasion aussi pour certains compatriotes de revoir encore le chef de l'État à la télé. Vous savez qu'on le voit qu'occasionnellement, surtout à la télé lors des audiences, il aura passé près de 42 ans à la tête de l'État. En étant un peu rare, pas beaucoup proche de son peuple. Voilà. Ouais. Est-ce que ça aurait fait la différence qu'il soit plus proche? Naturellement. les Camerounais ont besoin d'un chef d'État qui communique avec eux. Vous avez vu dernièrement l'image avec Macky Sall. Quand les Lions de la Teranga étaient qualifiés pour les huitièmes de finale, les gens sont venus au palais. Vous l'avez vu, les gens sont venus au palais, il est sorti. Peut-être que les Camerounais n'osent pas. Bon, c'est pas un problème de oser, c'est un problème de protocole. Voilà, parce que quand vous regardez la manière dont le chef d'État camerounais est protégé par rapport aux chefs d'État au monde, vous voyez qu'il y a un problème de protocole, il y a un problème de distanciation voilà, entre le chef de l'État et le peuple. Ça peut tout simplement être à dessein parce que le chef de l'État a une fois, on se rappelle, failli perdre la vie. Ah bon, peut-être lors du coup d'État de... Voilà, donc c'est donc des mesures de précaution. De 84, mais pas forcément. Non, pas forcément. On ne peut pas passer le temps à ne prendre les précautions. Est-ce que maintenant le pouvoir du chef d'État camerounais est menacé? Bon, c'est un style de gouvernance, c'est ce que je dis. Mais sauf que des fois, ce n'est pas bien. On a besoin d'un chef d'État qui est beaucoup plus proche. On a besoin de le voir de temps en temps. Que quand il y a par exemple un éboulement de terrain, il va en jogging. C'est ce qu'on a besoin du côté de Yaoundé. Ce n'est pas un problème d'âge, ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de... Il peut passer même de manière symbolique. Alors ce n'est pas parce que quand il va aux États-Unis, est-ce qu'il passe au mouvoir, n'est-ce pas? Est-ce qu'il marche pas? Est-ce que notre chef d'État a un problème physique? C'est-à-dire qu'il peut quitter du palais de Toudi, il part à Emana, il fait 2-3 minutes. Il rentre au palais, c'est symbolique. Ça prouve quand même qu'il était de ce côté-là. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas que il va passer ou bien il va passer pour saluer les gens, ainsi de suite. On a besoin de le voir quand même de temps en temps, mais on ne voit notre chef d'État que plus à la télé que sur le terrain. Et parfois, c'est un problème. Donc les Camerounais ont besoin quand même de temps en temps de le voir. Ça rassure que c'est lui qui tient les malais de pouvoir, parce que c'est à eux que les Camerounais ont confié le destin, pas aux ministres qui agissent par délégation de signature. D'accord, on vous le concède. On va passer tout de suite, Monsieur Ndialé. On précise d'ailleurs aux téléspectateurs que deux sujets ont retenu notre attention ce matin. Il s'agit de la une du quotidien Le Jour et de celle du tabloïd Politics. Le quotidien Le Jour revient sur l'affaire Onana et titre sont la vidéo qui dérange. Hier donc a circulé une vidéo sur les réseaux sociaux dans la matinée où le manager sélectionné des Lions Indomptables explique à son interlocuteur ce qui s'est réellement passé. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Et voilà, on se demande si certaines personnes déjà, Monsieur Ndialé, supposaient que c'était une mise en scène. Voilà. Et pour nous ce matin, notre préoccupation est celle de savoir, est-ce que c'est à ce genre d'explication que les Camerounais doivent... comment dirais-je, est-ce là l'explication que méritent les Camerounais? Voilà, parce qu'en réalité, les Camerounais étaient de tout cœur avec les Lions Indomptables du côté du Qatar, avec la situation qui s'est passée. Il y a eu des chocs, il y a même eu des morts pendant que les Camerounais jouaient. On se demande, est-ce que les Camerounais n'ont pas besoin ou n'ont pas droit à des explications assez claires de la part de l'administration de l'Afrique?
Ouais, les Camerounais, on doit à l'information nécessaire. Ils ont le droit de savoir ce qui se passe dans la tanière. D'autant plus que ce n'est pas l'Africafoot qui est encore autonome, qui s'autofinance, c'est l'État du Cameroun qui paye les primes. Voilà. C'est ce qu'il faut dire trivialement au Cameroun, aux Camerounais, parce que les gens pensent que c'est quand on dit qu'on a payé les primes au Lion, que c'est l'Africafoot qui a payé. Non, c'est l'État du Cameroun qui vit ses primes dans les comptes bancaires des joueurs. Voilà. Quand on l'a dit trivialement, et c'est l'argent du contribuable qu'on donne aux gens. Et quand on donne l'argent du contribuable aux gens, il faut avoir un droit de regard. Il faut questionner comment est-ce que cet argent a été géré. Du coup, quand on regarde bien la participation des Lions à cette Coupe du Monde, on a beaucoup été plus berné par des histoires, des faits divers, que le foot véritablement sur le terrain. D'abord, le départ des Lions, c'est d'abord la fin Gandeux. Après la fin Gandeux, il y a eu l'affaire Onana. C'est au Qatar que Rigobert a donné une esquisse de communication sur la non-sélection de Gandeux. Et puis il y a eu l'affaire Onana, où le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football par intérim a fait un communiqué pour dire que le joueur a été exclu de la tanière par indiscipline. Mais il y a surtout cette affaire de vidéo qui depuis avant-hier pullule au niveau de la toile. Maintenant, Son a dit que la vidéo a été tournée dans son bureau chez lui. Donc ce n'est pas dans un bureau de l'Africafoot. Il dit dans son communiqué que la vidéo a été tournée chez lui et qu'il recevait un visiteur. Le visiteur était accompagné. Et c'est quand il expliquait donc au visiteur que l'accompagnateur du visiteur a filmé, il ne savait pas qu'il était filmé. Mais pour ceux qui maîtrisent un peu le montage, quand vous suivez bien la vidéo, vous voyez qu'il y a une partie où on a coupé. Parce qu'il y a une partie de la conversation où il parle, on coupe, il ne commence pas directement, il y a une partie où on a coupé. Et voilà, et même à la fin, on a l'impression que on veut trouver un bouc émissaire, notamment à ce qui s'est passé au niveau du Qatar, et que le bouc émissaire à ce niveau-là, c'est forcément Onana. Parce que Son lui-même a pris beaucoup de temps avant de passer à un démenti. Avant ça, il y a eu des voix de Phil Collins qui circulent au niveau des réseaux sociaux, également. Où lui-même, après Phil Collins lui-même a dit que non, les vols c'était pas de lui. Les gens sont même allés dans tous les sens, même ceux qui ne savent pas le processus de vérification d'une information. Parce qu'il faut savoir qu'une information part d'abord par la rumeur, ça s'enseigne dans les écoles de journalisme. Quand il y a derrière la rumeur, ça veut dire que c'est fondé. Il vous revient de, même s'il y a un démenti après, il vous revient de beaucoup encore creuser, ça qu'on appelle une enquête journalistique. Même si le concerné a fait le démenti, il faut creuser. Cela est vrai avec l'affaire du journaliste Camus Mim. Il a fait plusieurs démentis. C'est quand les journalistes ont persévéré dans la même lancée qu'il y a un problème, que le concerné lui-même est venu reconnaître qu'il a commis un tort. Puisqu'il avait écrit plusieurs démentis, pour dire que non, il a même fait une émission de télé où démenti, c'est parce que les journalistes ont insisté en allant interroger la fille, en allant interroger les gens, ainsi de suite, que finalement il a abdiqué. Donc, si, il faut dire que beaucoup de personnes étaient de son côté pour dire jamais, il n'aurait jamais pu faire ça. Naturellement. Après il a abdiqué. Donc même sur le cas de Phil Collins, si on avait des journalistes assez tenaces qui poussaient loin, et qui pouvaient même faire le fact-checking, parce que ça ne sert à rien de dire que oh, ce n'est pas lui, que non, tel journal en ligne ne fait pas bien le travail, tel comme ça, dit comme ça, n'est pas professionnel. Voilà, c'est émotionnel. Ce qui est professionnel, c'est de mener les enquêtes assez profondes pour causer avec ceux qui sont pro de la tanière des Lions, notamment des journalistes. Est-ce qu'au Qatar, il y a eu des problèmes à ce niveau-là? Vous les interrogez, ça permet de sonder pour voir est-ce qu'il y a des joueurs, est-ce qu'il y a un groupe de joueurs qui étaient mécontents. Pourquoi est-ce qu'on a exclu Onana? Et les joueurs n'ont pas été solidaires. Contrairement, quand on avait exclu Bell, les joueurs étaient solidaires, on ne l'a pas chassé au niveau de la tanière. Est-ce que disent les tests de la Fédération camerounaise de football? Est-ce qu'on peut exclure un joueur comme cela s'est passé dans le cas Onana? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a un conseil de discipline au sein de la Fédération camerounaise de football. Quand le conseil de discipline siège dans la Santa, cela s'est vu avec Samuel Eto'o et les autres. Donc, agit de manière un peu dictatoriale, sans l'avis par exemple parce que ce que le ministre fait maintenant, c'est qu'il essaie de conserver pour que on ne montre pas certains manquements au niveau de la scène, mais du point de vue administratif et du management, c'est une catastrophe.
Voilà, parce qu'on ne prend pas des décisions, on ne prend pas des décisions comme ça à partir de rien, sur le coup de l'émotionnel. Il faut toujours regarder du cadre de la loi, comment est-ce que cela est encadré. C'est pour ça que de sous ce bien introduit, le joueur, on n'en a pas été auditionné, comme on dit, au niveau du cabinet civil, il a été entendu pour dire ça pas de vérité. Vous avez vu qu'il est reparti serein. Voilà. Et pour ceux qui maîtrisent un peu le sérail camerounais, il est parti, la dernière photo qu'il a fait, c'était un patron de médias. Et quand on regardait le lien de ce patron de médias avec le cabinet civil que je cite, vous voyez que dans le fond, il n'a aucun problème. Et même dans son post hier, on dirait que ça avait du temps que la vérité finit par triompher. Donc tout ce qui se passe maintenant, il faut mettre ça sur l'hypothèse qu'on va trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire ici, c'est Onana. Moi, je fais aussi partie de ceux qui estiment que même la vidéo de l'entraîneur-manager qui circule, c'est une mise en scène. Maintenant, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est élémentaire. Il appartient à la Fédération camerounaise de football de faire soit une conférence de presse pour expliquer aux Camerounais ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est ce qui alimente encore le débat actuellement. Sont soit des journalistes qui sont proches de la Fédération camerounaise de football, soit certains fonctionnaires même de la Fédération camerounaise de football. C'est eux qui mettent des petits biscuits et les gens sont en train de bavarder. Du coup, l'opinion perd le sens où il va demander les comptes au Lion. Parce qu'il faut demander les comptes. Vous avez vu que les entraîneurs ont démissionné. Oui, par ailleurs. Ici, par là. Donc, il est temps que quand la FECAFOOT rentre là, il est temps de rendre compte aux populations que voici ce qui s'est clairement passé. Voilà. Donc on va dire que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et Onana ne saurait être à ce niveau-là un bouc émissaire. Il faut comprendre qu'un joueur a aussi le droit de dire à son entraîneur qui n'est pas d'accord. C'est de son droit le plus absolu. Son entraîneur n'est pas un dieu. C'est maintenant à l'entraîneur de voir que ça, selon le code réglementaire, c'est comme une entreprise. S'il y a un règlement intérieur dans une entreprise, au moment où l'employé n'est plus, ou le salarié n'est plus d'accord avec l'employeur, on trouve un terrain d'entente. C'est pour ça que c'est un contrat social. Voilà. Ce n'est pas dit que non, tel ne doit pas faire comme ça, tel ne doit pas. Il ne faut pas le prendre sur le prisme du. Ce n'est pas parce que on dit que tel entraîneur qui va dire que bon, on va entrer dans l'eau, tu vas aller entrer dans l'eau. Si tu peux entrer dans l'eau, tu vas perdre ta vie. Donc, ce n'est pas parce qu'on est entraîneur qu'on ne peut pas faire les mauvais choix tactiques. Voilà. Quand on fait les mauvais choix tactiques et qu'on apporte des petites contributions, c'est comme à l'école. Quand un enseignant venait écrire quelque chose, on dit monsieur, il y a peut-être une erreur là-bas. Si l'enseignant n'est pas aussi humble, il dit ah, prenez comme ça. Alors que si c'est un enseignant vraiment, il va même dire merci et puis corriger la petite erreur qui est au tableau. Donc, pour le moment, ce que les Camerounais veulent, c'est une communication en bonne et due forme. Et moi, il me semble que au niveau de la Fédération camerounaise, il y a une direction de communication et de marketing. Même si on a pris des journalistes pour mettre là-bas. Peut-être c'est pour ça que la communication est boiteuse. Parce que les journalistes ne sont pas des communicateurs. Il y a une différence entre la communication et le journalisme. C'est deux domaines bien différents. Donc il faut prendre des experts en communication. Surtout ceux qui ont fait la communication de crise. Je crois que si c'était des bons experts, si on n'avait pas pris des petits copains, des journalistes pour mettre Team Presse des Lions, alors que ce n'est pas les formations idéales là-bas. Parce que pour ceux qui ont fait des écoles, vous voyez qu'il y a une filière communication, il y a une filière publicité, il y a une filière journalisme. Donc ce n'est pas la même chose. Et dans un pays normal où on a formé des gens en communication d'entreprise, le journaliste ne peut pas être un responsable de communication d'une structure, puisqu'il y a des gens qui sont formés pour ça. Donc, et c'est l'erreur que la FECAFOOT fait parce qu'on a pris ceux qui écrivaient des papiers et qui vocifèrent au quotidien selon l'intérêt de leur ventre pour les mettre devant une institution. Et du coup, ils ont manqué d'objectivité. Donc, là, il appartient maintenant à la FECAFOOT, à surtout de venir laver son image. Il est quand même payé à hauteur de millions par l'État du Cameroun. Voilà. C'est l'État qui paye son salaire. Ce n'est pas la FECAFOOT qui paye son salaire. Ça, c'est encore ce qu'il faut dire au Cameroun. Voilà. Bon, c'est ça là. Voilà. Avant de sortir de ce sujet, M. Ndialeu, si vous avez regardé la vidéo tout comme nous, à un moment donné, le manager sélectionneur fait comprendre que s'il parle à des personnes comme Choupo-Moting, et il cite d'autres noms, pourquoi ne parlerait-il pas à Onana? Cet instant-là a vraiment captivé notre attention. On se demande, est-ce qu'il y a des super joueurs? Bon, vous savez que quand le président de la République donne par exemple la prime de 60 millions, tous les joueurs qui sont là, même le dernier qui est sorti du championnat local, on lui donne 60 millions. Vous voyez qu'il est au même niveau comme tout le reste. Ce sont les primes de participation.
on ne donne pas 65 à quelqu'un, on leur donne la même prime. Voilà. À ce niveau-là, ça veut dire qu'ils sont au même niveau. Maintenant, dans une équipe, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation. On dit que bon, tel est capitaine, on peut choisir, ça peut être au niveau de l'ancienneté, ça peut être au niveau de son âge, ça peut être peut-être qu'il rassemble et fédère les autres, on lui donne le capitanat et puis on met les adjoints. Vous avez vu que le problème de Ngande, par exemple, de sources bien introduites, c'est parce que ses collègues ont décidé qu'il devait aller dire à Eto'o que Eto'o ne soit plus, qu'Eto'o ne leur parle plus comme des enfants, qu'eux-mêmes sont des pères de famille. C'est lui qui a donc porté la parole. Et c'est à ce niveau que son malheur est aussi venu. Donc il y a un problème de leadership au niveau des. Il y a véritablement un problème de leadership. Maintenant, ce qu'on parle est typiquement camerounais. C'est-à-dire que selon que tel joue à Inter de Milan et que l'autre joue peut-être dans un championnat, tout là, il y a que on dit que mais non, celui-ci quand même c'est un gars bien. C'est comme dans une famille. Vous allez voir quand quelqu'un part des Ambé et qu'il envoie la vieille voiture ici, toi qui ici, même si tu as le doctorat, au niveau des régions familiales, vous allez voir que le traitement de celui-là qui est allé en bain, qui n'a même pas le CEP, et qui est comme il envoie déjà beaucoup de brocantes ici, vous allez voir que le traitement va un peu changer. Les gens seront plus proches de celui-là. Donc, ce qu'il a fait est typiquement camerounais. Mais vous ne verrez jamais ça dans l'équipe de France, par exemple. Voilà. Parce que, comme je dis, les primes sont au niveau égal et que les joueurs se respectent mutuellement. Quand lui-même parle d'abord qu'il y a des super, on ne peut pas parler à tel, on ne peut pas parler à tel. Déjà, le traitement est différent. C'est un traitement, c'est un problème d'ego. Ça veut dire que lui-même n'a pas la maîtrise au niveau de son effectif. Parce qu'il dit que si moi je parle à Boubacar, je parle à tel, il est qui que je ne peux pas parler. Il faut qu'on se comprenne, hein, voilà. Ça veut dire que même peut-être les joueurs qui viennent du championnat local, qui ont les 60 millions là, sont à une manière de leur parler que ce n'est pas la même chose qu'il dit à Tchoupo. Peut-être que si Tchoupo était une superstar qui ne peut pas, alors qu'il défend les couleurs de son, c'est comme un enfant un goal de riche qui arrive dans une école et puis l'enseignant a peur de gronder le goal de riche. Alors que quand il est dans l'enceinte de l'établissement à la tenue, il a le même droit que les autres. Justement. Il faut qu'on se comprenne. Quand il est dans l'enceinte de l'établissement, le goal de riche a le même droit. Mais si tente un peu de faire le règlement intérieur le met, ce n'est pas parce que tu vas dire que c'est le règlement intérieur que je disais là en ce moment là qui intervient. Et que dit le règlement intérieur de la Fédération camerounaise de football, conseil de discipline et sanctions. Dans son cas, il n'y a pas eu ça. On devait prendre une mesure conservatoire, c'est-à-dire soit on le met au banc, soit on le laisse continuer la compétition. Après, on rentre, on fait un conseil de discipline, on le suspend comme cela s'est passé. Comme dans le cas des établissements, on fait le conseil de discipline pour suspendre les goals des riches qui ne veulent pas être au même niveau que les autres élèves. Parce que la tenue vous met au même niveau d'égalité et les primes vous met également au même niveau d'égalité à ce niveau-là. Maintenant, les performances individuelles des joueurs, ça n'a rien à voir avec l'équipe nationale. Si un joueur évolue à Inter de Milan, c'est pour son club. Puisque dans l'équipe des Lions, ils ne sont pas des salariés. Ce qu'on leur donne, c'est des petites primes pour participer à... Et si on les a tous à payer, c'est qu'on estime que tous sont capables de défendre les couleurs, les couleurs du pays. Donc, il appartient aussi à son de changer son style de management, de savoir s'imposer, de savoir diriger son équipe, de savoir communiquer. Parce que ce n'est pas la première fois que ces vidéos disparaissent au niveau de la toile. Moi, j'ai l'impression que ce n'est même pas que c'est leur style de communiquer, c'est-à-dire créer toutes les polémiques. Justement, c'est pourquoi on se demande voilà, pour que les gens en parlent. Voilà. Et même le Voice qui a fuité dernièrement, si vous allez bien pousser, vous allez voir que c'est des choses, c'est des petites mises en scène. Donc il n'y a rien qui est fait pour rien. Voilà. On cherche le bouc émissaire. Naturellement. On va poursuivre avec le commentaire de l'actualité. Cette fois-ci, ce sera avec le tabloïd Politics. Politics qui s'intéresse à la vente des restes humains coloniaux qui fait scandale du côté de l'Europe. Alors ce matin, on va dire esclavagisme, crime contre l'humanité, détention d'œuvres d'art africains et maintenant mise aux enchères des vestiges humains. À quand la fin de l'impérialisme? Ah, vous pleurez toi en Afrique, vous avez trouvé le mot impérialisme là. Alors que les choses ont déjà changé. Moi j'ai vu Patrice Talon par exemple. Les choses ont changé, vous dites? Les choses ont tellement changé. Et comment comprendre ce comportement? Mais il continue puisque le monde c'est quoi? C'est une guerre de leadership, de positionnement géostratégique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Patrice Talon a fait?
Patrice Talon est allé en France récupérer les monuments dahoméens, l'actuel Bénin, qui était dans le musée de Quai Branly. Il est rentré dans son pays avec. Qui est rentré dans son pays, il prend sur lui de détruire tous les monuments coloniaux français et de mettre sur pied 4 monuments africains. Et il dit que dans ce discours, quand il fait l'inauguration de tous ces monuments, qu'ils ont passé le temps à adorer un héros des Blancs, alors que ces Blancs-là, principalement les Français, avec l'ambassadeur français qui est assis, qu'ils les ont maltraités. Il a utilisé un langage franc. Il a tout changé. Vous n'allez pas aller là-bas dans les rues au Bénin pour voir qu'il y aura un statut de Leclerc ou des machins. De Gaulle. Mais est-ce qu'il a eu besoin de venir écrire sur la place pour pleurer qu'il a été pragmatique? En tant que président. En tant que président. Maintenant, il faut identifier les pays où il y a ces crânes-là. C'est à ces pays-là d'aller récupérer, de procéder par ou de porter plainte, d'aller récupérer. Ça ne sert à rien que les Africains passent le temps à pleurer, à s'asseoir dans les médias pour insulter les Américains. Quand vous les insultez, ça veut dire qu'ils ont une influence sur vous. Il faut faire comme Talon et la Assimi Goïta. C'est du pragmatisme. Ça ne sert à rien d'être dans l'émotion. L'émotion n'aide pas beaucoup les Africains. Il faut être pragmatique. Et le pragmatisme, c'est de savoir que si ça vient, s'il y a les crânes par exemple qui viennent du Cameroun, que le président camerounais a récupéré cela pour venir peut-être les enterrer dignement ici dans un cimetière public. Élémentaire, et fait une cérémonie officielle. À ce niveau-là, le président de la République a fait preuve de géostratégie et il a montré que les Camerounais comptent dans le monde. Voilà. Donc, mais on peut se demander également tout de suite, M. Ndialeu, que si les Camerounais sont menacés et renvoyés de part et d'autre et qu'on n'aille pas les chercher, est-ce que ce serait alors les vestiges qu'on y a? Même les vestiges, c'est symbolique, non? Là où ils exposent, là, ça rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup, énormément. Voilà. Vous voyez les acteurs américains ou les basketteurs qui recherchent les origines en Afrique et qui choisissent des pays où ils vont venir investir. Même ça, c'est symbolique. C'est pas parce qu'ils aiment beaucoup les États-Unis. Eux, ils veulent même quitter les États-Unis là. Il y a un phénomène que toutes ces dernières années, moi, mais je ne comprends pas beaucoup. Vous savez que quand les Camerounais veulent aller beaucoup au Canada, aux États-Unis, ces mêmes blancs là viennent chercher, viennent en Afrique pour chercher des coins qui sont un peu construits et vivent paisiblement. Donc, ce que vous fuyez parfois pour aller chez eux là-bas, ils viennent encore aussi chercher par ici. Et quand ils sont même ici, ils ont l'impression que au niveau de la respiration, au niveau de l'air, que tout est quasiment. Mais c'est pour vous dire que nous, on a un man que c'est parce qu'on a des mauvais dirigeants qui ne savent pas bien exploiter ces mannes et mieux organiser. C'est à ce niveau-là que je vais arriver. Donc, il appartient aux Africains, aux présidents africains, de mieux organiser leur pays. Est-ce que les gens ont besoin d'aller en France pour entrer dans la neige? Allez à Tchang. Vous sortez un peu le matin pour voir comment vous te bouchez. Il y a la neige là-bas. Même à Banadema, la neige est sortie. Donc, il appartient aux Africains de véritablement travailler leur pays en construisant des routes. Vous avez vu un bel hôtel qui est de côté de Bangou. Je ne veux pas citer le nom, pas besoin de publicité. C'est un Africain qui a pensé. Et il se fait beaucoup de l'argent. C'est-à-dire qu'il fait du tourisme. Les gens qui d'ailleurs pour venir visiter. Mais c'est lui qui a construit. C'est comme Hollywood, non? Une ville que les gens ont mis sur pied. Une ville artificielle qui est devenue artificielle. C'est dans le film qui est devenu une réalité, notamment sur le terrain. C'est la même chose avec Hollywood. Je crois qu'il est indien et ainsi de suite. Hollywood, qui est nigérian. Donc, c'est des mécanismes culturels qu'il faut penser. Ça ne sert à rien de venir dire que non, les impérialistes, ils ont fait comme ça. Vous-même, vous faites comment? Voilà. Si vous-même vous fabriquez pas vos armes, ils vous tuent, vous les tuez aussi. Est-ce que ça ne part pas d'une volonté gouvernementale? C'est ce que je dis. Il faut que le Cameroun doit aussi apprendre à fabriquer ses propres armes, à fabriquer ses propres chars. Habiller ses soldats. Vous savez qu'encore aujourd'hui, tous les militaires camerounais, là, on fabrique pas leurs habillements là ici. Ça se fabrique ailleurs. Pourtant, c'est possible de le faire ici. C'est possible donc de le faire ici. C'est possible de fabriquer les armes ici, puisqu'ils prennent les matières premières ici. Voilà. Kadhafi avait commencé par le faire, même si on l'a bombardé après. Donc, quand l'Afrique va prendre cette autonomie-là... Et on l'a bombardé après, est-ce qu'on ne doit donc pas le dire, M. Ndialeu? Question de conscientiser. Parler... Mais je viens de dire qu'on l'a bombardé. Oui. Depuis qu'on l'a bombardé, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. La preuve, c'est que lui-même qui protégeait le Mali, en repoussant les terroristes, là, le Mali est aujourd'hui quasiment un peu déstabilisé. Si Assimi Goïta n'était pas là, c'est que les Français continuent à piller les ressources du sol et du sous-sol. Donc, ce que je dis trivialement, c'est qu'on le dit, mais on fait comment?
Vous ne pouvez pas rester 40 ans, 60 ans à dire que non, le blanc est comme ça. Entre-temps, vous êtes tout dans l'esclavagisme. Parce que si vous allez en Djomé, la société de la banane appartient aux blancs. Les gens se lèvent là-bas à 6 heures. Ils rentrent à 18 heures. À peine ils voient leur famille. Le mois, ils ont 35 000, 32 000. Les autres ont même 12 000. Est-ce qu'il n'y a même pas quelque part un problème de prise de conscience à un moment donné, M. Diallo? Est-ce que si un jeune choisit d'aller dans le champ de son père, se battre, est-ce qu'il n'aurait pas plus de revenus que de continuer à toucher? Vous parlez de bien. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gars à Douala qui font la moto, non? Ils sont nombreux. Il faut qu'ils font la moto. Ouais. Et une chambre, des fois ils sont là, d'autres c'est des studios, ils s'engouffrent là. Pourtant, dans les familles, il y a beaucoup de plantations qui sont abandonnées comme ça. Ils veulent être en ville. Voilà. C'est une volonté gouvernementale de les encourager, de limiter l'exode rural, de créer des niches dans chaque localité qui va faire en sorte que les jeunes ne vont pas immigrer. Ils vont être à l'aise dans leur niveau pour que les villes comme Douala n'étouffent pas. Si les gens leur champ pour aller travailler dans une plantation, ils ont 12 000, 20 000 le mois, alors qu'ils sont dans la même zone, ils peuvent faire une multitude de cultures là. Vous savez que d'autres ont honte dans leur champ. Mais là où ils vont bosser, c'est un champ. Alors que les plus riches du monde même sont des agriculteurs. Je prenais cet exemple dernièrement que quand vous regardez les séries brésiliennes, et vous voyez qu'il y a la logique de Hacienda. L'homme le plus riche a toujours soit un champ de café, soit il fait dans les pâtes alimentaires et ça sort quelque part. Qu'il a un champ de café, vous voyez que la petite fille là vient parfois recueillir le café, c'est là qu'elle trouve qu'est l'enfant du riche. Mais on encourage après la fille découvre elle-même que non, son père était aussi un riche là-bas qui transforme le cacao, le café. Et tout ne tourne qu'autour de l'agriculture. Maintenant qu'ils ont fait ça, ils vont en ville créer une usine de transformation, c'est-à-dire ils produisent leur café ou leur cacao et ils transforment. La même chose avec le blé, ils produisent leur blé, ils font des usines de pâtes. Pour vous dire que l'agriculture est la base de toutes les richesses. Mais alors, et pourquoi, c'est pas une question en tant que telle, alors que les jeunes Camerounais et Camerounaises, au lieu de tricher mais parce qu'ils ont honte de travailler, trichent plutôt les scènes d'amour qui sont ce que je vous dis donc, c'est que développées dans le film. Bon, c'est qu'on ne regarde pas plus en profondeur, il y a plusieurs manières de regarder. Comme moi je regarde là, je vous dis ce pourquoi j'ai regardé et comment j'ai déduit que la force c'est dans l'agriculture. Si vous-même vous travaillez en ville et que vous ne pouvez pas aller acheter une petite parcelle, vous achetez tout ce que vous consommez en ville, vous devez avoir un problème de temps en temps. Donc si vous-même déjà en tant que jeune et leader, vous avez une parcelle dans votre village, allez développer. De temps en temps, vous pouvez faire 2 à 4 mois, vous allez développer votre parcelle. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut véritablement travailler. Merci M. Ndialeu, on comprend avec vous qu'on n'a pas besoin de passer le temps à pleurnicher ou de s'apitoyer sur son sort, mais qu'il faut passer à l'action, à l'exemple de son Excellence Patrice Talon, du côté du Bénin. Merci. Je vous en prie. Merci d'être passé par ici, M. Ndialeu. Très bonne journée à vous et très bon week-end. Merci. Voilà. Chers téléspectateurs,